Bonjour à tous, merci pour votre participation. Nous allons débuter, nous attendions encore quelques participants et nous avons eu un petit problème à régler. Aujourd'hui, TÜV-SÜD vous invite à participer à un webinaire d'1 heure pour découvrir comment un projet d'ACV est structuré et mené. Nous allons voir des démonstrations et des cas pratiques et nous espérons que ce webinaire permettra de comprendre les bénéfices de la méthodologie. Nous aborderons aussi également les moyens déployés pour d'exploiter les résultats d'un projet ACV pour soutenir vos engagements en matière de durabilité. Je suis Stéphanie Brett-Morel, directrice commerciale du développement durable et je serai aujourd'hui présentatrice et modératrice. Notre conférencière, Madame Anne-Sophie Quinkis, est ingénieure chimie et environnement. Anne-Sophie a débuté sa carrière en recherche et développement dans différents secteurs industriels et elle accompagne aujourd'hui les clients de TÜV-SÜD sur les réglementations environnementales françaises et internationales. Nous allons donc débuter le webinaire. Vous pouvez nous envoyer vos questions durant le webinaire et nous essaierons de répondre au plus grand nombre en fin de webinaire. Si nous n'avons pas le temps de tout traiter en fin de session, nous ferons un suivi par email. Vous recevrez d'ailleurs un lien avec le webinaire en replay. Avant de commencer, nous vous remercions de couper vos micros et nous vous souhaitons un bon webinaire. Anne-Sophie, je te laisse prendre la parole. Merci Stéphanie. On se revoit en fin de webinaire pour les questions. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour parler aujourd'hui analyse de cycle de vie. Donc aujourd'hui, c'est le TÜV-SÜD qui vous partage ces informations. Notre objectif principal, c'est de vous accompagner, vous et votre entreprise, dans toutes les étapes de votre développement. Pour cela, on propose une gamme de services qui peuvent bien sûr être adaptés à vos besoins, avec des tests et certifications de produits, des audits et certifications de systèmes, de l'inspection, de la formation, de la vérification et validation et du conseil. Pour cela, on est 26 000 employés, 100% indépendants et impartial, bien sûr, avec une implantation dans le monde. Donc, on a plus de 1000 localisations et laboratoires sur tous les continents pour pouvoir vous accompagner non seulement vous, mais aussi votre chaîne d'approvisionnement. Donc, je redonne le déroulé d'aujourd'hui que Stéphanie vient de vous partager. Donc, on va d'abord dire quelques mots sur le contexte de la durabilité environnementale, puis l'approche analyse cycle de vie. Ensuite, nous allons voir comment réaliser une analyse de cycle de vie. Et enfin, pour rendre tout ça un peu concret, on regardera un exemple d'application d'analyse de cycle de vie. Donc, quelques mots sur le contexte. Ici, vous pouvez voir tous les risques mondiaux identifiés par le World Economic Forum en 2023. Donc, on peut voir que les 4 premiers gros risques sont liés à l'environnement, avec en 1, l'échec à atténuer le changement climatique, en 2, l'échec de l'adaptation au changement climatique, en 3, les catastrophes naturelles et événements météorologiques extrêmes, et en 4, la perte de biodiversité et l'effondrement des écosystèmes. Si on regarde les 10 risques, on voit qu'en 6, on a aussi des crises de ressources naturelles et en 10, des incidents de dommages environnementaux à grande échelle. Donc sur les 10 plus gros risques, on en a 6 qui sont directement liés à l'environnement. Mais on peut voir aussi que, en fait, on a d'autres risques qui découlent directement de l'environnement, comme le risque numéro 5, la migration involontaire à grande échelle, qui en fait résulte partiellement de terres qui deviendraient difficilement habitables. Donc, dans ce contexte, l'Union européenne introduit de nouvelles réglementations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et promouvoir l'économie circulaire. Donc, elle s'est fixé des objectifs ambitieux avec une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, comparé au niveau de 1990, et un objectif de neutralité climatique d'ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, elle a mis en place le Green Deal, dont vous avez sans doute déjà entendu parler, qui est un ensemble de réglementations qui intervient dans tous les domaines qui émettent du dioxyde de carbone. Au sein du Green Deal a été établi le plan d'action en faveur de l'économie circulaire. Donc, ce plan,
il va venir donner un cadre de politique, tout d'abord pour des produits durables, donc concevoir des produits durables, réutilisables, améliorables et recyclables. Il cible les secteurs prioritaires tels que l'électronique, les batteries et véhicules. Donc il y a déjà tout un gros règlement avec des exigences environnementales fortes sur les batteries. Les emballages, là aussi, il y a le PPWR qui est entré en action. Les plastiques, les textiles, l'alimentation, la construction et le bâtiment. Il vise à créer moins de déchets en limitant les produits à usage unique, en luttant contre les microplastiques et en diminuant les emballages excessifs. Mais il vise aussi à mettre en place des actions pour minimiser ces déchets, améliorer leur gestion et faire de l'Union européenne un marché pionnier pour des produits neutres en carbone et circulaires. Donc bien sûr, en parallèle, il y a aussi une attention particulière qui est portée sur les déchets qui seraient susceptibles de quitter l'Union européenne. Ce plan, il repose sur l'innovation et les investissements. Donc, par exemple, il va venir financer des initiatives d'économie circulaire grâce à des programmes tels que Horizon Europe. Et enfin, il responsabilise les consommateurs et acheteurs publics. Il vient fournir aux consommateurs des informations fiables sur la durabilité des produits et intégrer les principes de circularité dans les politiques d'achat public. Donc, en parallèle de ces éléments réglementaires, il devient de plus en plus difficile de faire du greenwashing sur les allégations environnementales. Donc, tout d'abord, les réglementations que je viens d'évoquer au niveau européen, mais en fait, on voit aussi une déclinaison au niveau national. On a notamment la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est une loi qui comporte 130 articles, donc qui va venir porter des mesures sur de nombreux sujets pour rendre l'économie plus durable. Mais elle a aussi vocation à rendre le consommateur acteur, ce qui est tout à fait en lien avec la politique européenne, toujours en rendant l'information du producteur vers le consommateur aussi transparente que possible. Ensuite, il y a le risque réputationnel, avec une attention de plus en plus prononcée des marchés vers les allégations que peuvent afficher les entreprises. Donc on peut voir effectivement de plus en plus la lumière portée sur des entreprises accusées de greenwashing. Et il y a notamment une forte amende pour Chine de 40 millions d'euros pour pratiques commerciales trompeuses, notamment sur la portée des engagements concernant les allégations environnementales. Enfin, il y a la confiance des consommateurs envers les marques. La DGCCRF a mené une enquête d'une grande ampleur, donc dédiée au contrôle des allégations environnementales utilisées pour valider des produits hors alimentaires. Et 1100 établissements ont été contrôlés. Il en est sorti qu'un quart des allégations présentaient des anomalies et elles ont donné lieu à différents types de sanctions allant des avertissements aux procès-verbaux. Le consommateur, d'ailleurs, on le voit, apporte une grande importance aux informations environnementales qu'il peut lire, puisque d'après une enquête portée en 2022, 45% des consommateurs estiment avoir été influencés par des pratiques de greenwashing lors de leurs achats. Et c'est un chiffre qui monte, en fait, chez les plus jeunes, puisqu'il est à 63% chez les moins de 35 ans. 2 tiers des sondés vérifient au moins occasionnellement les affirmations sociales et environnementales des produits. Et enfin, les labels environnementaux sont perçus comme un moyen efficace d'encadrer ces allégations, donc toujours particulièrement chez les jeunes, où 37% des moins de 35 ans se disent convaincus de leur utilité. Cette information, elle est d'autant plus cruciale quand on voit l'importance de l'impact environnemental du produit dans la décision d'achat, qui est entre importante et très importante pour plus de 70 Français, et c'est d'ailleurs une tendance qu'on observe au niveau de l'Europe. Donc dans ce contexte, de nombreuses entreprises se sont fixées pour objectif de se transformer vers une économie circulaire. L'objectif, c'est de passer d'une économie linéaire où on extrait les matières premières, on produit, on consomme, puis on jette, vers une économie donc circulaire. On va partir de ressources renouvelables pour ensuite mettre en place une production propre avec un produit conçu pour éliminer les déchets, la pollution et les substances dangereuses. Il s'agit ensuite de prolonger la durée de vie des produits et favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou encore leur réemploi. Enfin, on va minimiser au maximum les déchets et les employer autant que possible pour recommencer un cycle de vie. Cela permet de régénérer les systèmes naturels et éviter l'utilisation de ressources non renouvelables.
Donc, pour mettre à bien ces politiques, les entreprises ont besoin d'outils pour mesurer et quantifier les performances environnementales. Donc, pourquoi les mesurer et les quantifier? On l'a vu, il y a un souci de conformité législative, mais ça permet aussi de contribuer à la définition de stratégies et d'initiatives d'amélioration et de communiquer des objectifs et des progrès avec les parties prenantes. Enfin, partie qu'on vient de voir aussi très importante, éviter le greenwashing. Donc, quels outils sont à disposition pour les industriels pour mesurer et quantifier? On a l'analyse des eaux usées et des boues, les tests de durabilité, donc performance de produit, endurance, réparabilité. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal en tête pour tout ce qui est produits électriques et électroniques. On a même une spécificité en France avec l'indice de réparabilité qui est en train de se déployer au niveau européen. Les tests de biodégradabilité, les tests de recyclabilité, les tests sur les matières recyclées comme le rPET, les tests de microplastiques, les tests de sécurité chimique. Donc là aussi, c'est vrai que c'est une thématique qu'on a beaucoup en tête, notamment pour l'innocuité produit, mais aussi pour répondre à des grosses réglementations comme REACH ou POP. Un souci de traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et enfin le certificat ESG qui va attester des connaissances des enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Je dis enfin, mais en fait, on passe à l'outil qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'analyse de cycle de vie, qui est la base d'autres outils tels que l'empreinte carbone du produit, la déclaration environnementale du produit et l'empreinte environnementale du produit. On appelle généralement le PEF, d'après son nom anglais. Donc avant d'aller plus loin, je vais un petit peu détailler les différences entre ces notions. Donc on se place bien dans l'approche cycle de vie autour de la méthodologie de la CV. Mais pour l'empreinte carbone du produit, on va venir quantifier le dioxyde de carbone total émis directement ou indirectement par un produit ou un service. L'empreinte carbone, elle est limitée à la seule catégorie d'impact environnemental du changement climatique, tandis que la CV, elle, couvre un large éventail de catégories d'impact environnemental. Donc ça, je viendrai bien sûr le détailler un petit peu plus tard, toutes ces catégories d'impact. Ensuite, la déclaration environnementale du produit fournit des impacts environnementaux quantifiés basés sur la CV, donc l'utilisation des ressources, les déchets et les flux de production. Elle est souvent suivie d'une vérification par un tiers. Le PEP, donc le PEP Eco-Passport, il est similaire, mais il va être plus spécifique pour les produits électriques, électroniques et CVC. Les déclarations environnementales du produit, en fait, elles viennent résumer les résultats environnementaux, mais dans un format normalisé, afin de faciliter la comparaison et la communication externe. Enfin, le PEF, c'est une méthodologie développée par la Commission européenne pour harmoniser la manière d'évaluer l'impact environnemental des produits et services en Europe. C'est donc une version européenne et standardisée de la CV, pensée pour rendre les résultats comparables et utilisables dans les décisions économiques et politiques. Donc maintenant, l'approche ACV, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord, quelques mots sur l'histoire de l'analyse de cycle de vie qui a démarré en 1969 avec le Midwest Research Institute qui a étudié les besoins en ressources, les émissions et les déchets de différents contenants de boissons pour Coca-Cola. Ensuite, après 2 décennies de conception de l'analyse de cycle de vie avec des approches, terminologies et résultats très divergents sans cadre théorique commun, l'ISO a publié sa première édition de la norme ISO 14040 en 1997, donnant les principes et le cadre de l'analyse du cycle de vie, suivi de la norme ISO 14044 sur l'analyse du cycle de vie, avec des exigences et lignes directrices détaillées en 2006. En 2013, on a les règles de catégorie de produits, donc les PCR, qui sont publiées et qui vont venir donner en fait des règles de jeu supplémentaires par catégorie de produits, par exemple les textiles ou les produits électriques et électroniques. Et en 2014, paraît la norme ISO 14071 sur la revue critique de l'analyse de cycle de vie. Donc la CV, elle aborde les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit. Elle va évaluer les impacts environnementaux potentiels des produits, processus ou services, couvrir l'ensemble du cycle de vie depuis l'extraction des matières premières jusqu'à la production, l'utilisation et la fin de vie. Pour cela, elle va venir prendre en compte tous les flux d'entrée, comme par exemple les matières premières, les énergies, les consommations d'eau, et tous les flux de sortie, donc tout ce qui est émissions atmosphériques ou dans l'eau ou les déchets. Et donc tout ce processus est encadré par les normes dont on vient de parler. Pourquoi réaliser une étude d'analyse du cycle de vie est stratégique?
Eh bien, parce que ça permet de communiquer des informations environnementales objectives, transparentes et scientifiquement fondées, en réduisant le risque d'allégations environnementales fausses ou non fondées et éviter les accusations de greenwashing tout en respectant les réglementations et directives en vigueur. C'est vraiment toute la partie contexte dont on vient de discuter. Mais elle permet aussi de réaliser des évaluations comparatives entre produits, services et processus caractérisés par la même fonction afin d'orienter les choix vers des solutions à moindre impact environnemental. Donc en fait, la CV permet aussi d'identifier les opportunités d'amélioration des performances environnementales à différentes étapes du cycle de vie. Et enfin, de réaliser des évaluations d'éco-conception visant à innover des produits existants ou à en concevoir de nouveaux à travers un processus qui va prendre en compte, en plus des variables techniques, économiques et fonctionnelles, qui sont généralement les variables au cœur de l'innovation pour les entreprises, les variables environnementales. Donc, comment on réalise une ACV? Donc on a 4 étapes vraiment phares qui vont être la définition de l'objectif et de la portée, l'analyse de l'inventaire, la modélisation et l'évaluation d'impact, et enfin l'interprétation. Donc on va détailler ensemble chacune de ces étapes. Ici, cette diapositive, elle a pour but de montrer la temporalité justement de ces différentes étapes. Donc en fait, le projet il va démarrer par un temps dédié à la définition de l'objectif et de la portée, puis les phases d'analyse de l'inventaire et la modélisation et l'évaluation d'impact, on peut le voir ici, sont les phases les plus longues, alors que l'interprétation des résultats, elle intervient sur la fin de phase en fait de l'évaluation d'impact. Donc tout d'abord, la définition de l'objectif et de la portée. Dans cette étape, la portée de l'évaluation d'analyse de cycle de vie à réaliser ainsi que l'objet de l'étude sont fixés et on va venir définir les principaux éléments. L'objet de l'étude, l'unité fonctionnelle, les limites du système, les règles d'attribution et de coupure, les exigences en matière de qualité des données et les indicateurs d'impact environnemental. Donc, vous pouvez voir là sur la droite, en fait, toutes les questions et tous les points précis qu'il faut aborder pour pouvoir donner la bonne direction. Donc en premier élément, l'objet de l'étude, en fait, ce qu'on va faire, c'est venir se demander pourquoi on fait cette analyse de cycle de vie. Est-ce qu'on est dans le contexte d'un ingénieur conception qui veut créer un produit et identifier l'étape la plus coûteuse environnementalement? Est-ce que c'est une équipe marketing qui veut vanter les bénéfices de son produit par rapport à un produit identique sur le marché? Ou est-ce que c'est le département des achats qui veut se sourcer avec une matière ou un produit moins impactant pour respecter une politique environnementale de l'entreprise? Et c'est cette question qui, derrière, va donner les autres éléments de contexte de la CV. Une fois qu'on s'est demandé pourquoi, on va venir définir l'unité fonctionnelle. Pour comparer deux systèmes ou deux scénarios d'un même système, il faut comparer une fonction commune. Donc c'est là qu'on définit l'unité fonctionnelle qui va être la grandeur de référence et qui va dépendre de la fonction du produit ou du service. Tous les flux vont être rapportés à cette unité fonctionnelle qui doit être mesurable et additive. Donc généralement, une unité fonctionnelle s'exprime par un verbe d'action, une quantité et éventuellement une condition de réalisation. Pour vraiment rendre ça concret et clair, on va tout de suite illustrer avec des cas pratiques. Donc l'étude de cas numéro 1, c'est fournir 1 kg de mozzarella emballage compris en PS, livré globalement selon différentes tailles de vente au consommateur final. L'étude de cas numéro 2, c'est assurer la fourniture d'un capot en aluminium prêt à être intégré dans son application finale. L'étude de cas numéro 3, c'est protéger la charge de 2000 kW contre les pannes de courant d'entrée pendant 15 ans et passer au système de stockage d'énergie pour éviter les coupures de courant. Et enfin, l'étude de cas numéro 4, c'est fournir 1 kg de linge hospitalier propre, y compris la collecte, le lavage et la livraison finale. Donc là, par exemple, pour la blanchisserie, si elle utilise un moyen de livraison moins impactant, mais qu'elle se situe 2 fois plus loin du site de livraison ou du point de collecte, il faut vraiment avoir la vision globale pour avoir des résultats justes et comparables. On peut aussi dire, regardez par exemple les produits utilisés pour justement nettoyer, les produits détergents. S'ils utilisent des solvants 2 fois plus impactants, si une blanchisserie utilise des solvants 2 fois plus impactants, mais qu'elle nécessite 3 fois plus de quantité de produits détergents que la laverie d'à côté, on va vraiment avoir besoin de tous les flux, de toute la vue d'ensemble et donc
cette unité fonctionnelle pour pouvoir comparer une blanchisserie à l'autre. Donc ensuite, on vient fixer les limites du système. On a plusieurs idées. Donc la plus exhaustive, ça va être du berceau à la tombe, qui couvre tout le cycle de vie, de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, l'usage et la fin de vie. Ensuite, on a le système de la porte à la tombe, qui commence à l'entrée de l'usine, inclut la fabrication, l'utilisation et la fin de vie, mais pas la phase d'extraction. Du berceau à la porte inclut l'extraction des matières premières et la fabrication jusqu'à la sortie d'usine, mais sans inclure l'usage ni la fin de vie. Et enfin, de porte à porte, donc là, c'est une analyse limitée à un segment précis du processus entre l'entrée et la sortie d'une étape de production. Par exemple, si je sens que mon seul levier va être sur l'étape de production, je vais vraiment faire un focus sur cette étape-là pour identifier quel flux va être le plus impactant et, par exemple, changer comment je me source en énergie. Donc ici, on vient illustrer les limites du système avec l'exemple de la mozzarella. Donc on part de la ferme avec la production du lait et on va venir regarder vraiment tous les flux à chaque étape. Donc la production du lait consomme de l'énergie et des matériaux et génère des déchets. Ce lait est ensuite transporté vers l'usine de traitement où il subit une étape de pré-traitement, encore une fois avec des consommations d'énergie, des intrants et des rejets. Puis on arrive à la production de la mozzarella en elle-même, avec des procédés mécaniques et thermiques. On y retrouve non seulement des déchets, mais aussi des coproduits qui pourront être valorisés. Ensuite, il y a toute la partie emballage, donc leur production, leur transport, leur consommation d'énergie et leur fin de vie. Et enfin, la mozzarella est distribuée, utilisée. Puis en fin de cycle, on prend aussi en compte les scénarios d'élimination, le recyclage, l'incinération ou la mise en décharge. Donc ici, on va vraiment venir tracer un périmètre clair et transparent de tout ce qui va être inclus dans l'analyse afin qu'on ait des résultats cohérents et exploitables. Donc, ce qui nous amène à l'analyse de l'inventaire. Elle consiste à recenser, organiser et valider l'ensemble des données nécessaires pour modéliser le cycle de vie du produit ou du service étudié. Donc concrètement, cette étape passe tout d'abord par la collecte de données primaires, c'est-à-dire les informations fournies directement par l'entreprise, tous les sujets autour des matières premières, des emballages, des procédés de fabrication, de consommation d'énergie, etc. Ensuite, on va intégrer des données complémentaires. Lorsque certaines données sont indisponibles, elles peuvent être complétées à l'aide de sources secondaires. Donc, ces sources secondaires, elles se basent sur des bases de données spécialisées, de la littérature scientifique ou encore des fiches techniques, par exemple. Et enfin, donc la validation des données, un contrôle est effectué pour s'assurer que toutes les informations collectées respectent les exigences de qualité nécessaires à la finalité de l'étude. Donc là, on va venir vérifier la représentativité géographique, temporelle et technologique. C'est-à-dire, par exemple, si ma chaîne de production est bien identifiée, que je vais chercher mes matières premières en Asie pour derrière avoir mon usine de fabrication en Europe. Est-ce que j'ai choisi les bons scénarios de transport allant de mes matières premières à mon site de production, qui ne seront pas les mêmes si ces deux étapes-là sont dans le même pays. Donc on peut y revenir illustrer aussi cette notion avec l'étude de cas de la mozzarella. Donc à l'étape de la ferme, on va venir collecter des données comme le nombre de vaches, la production annuelle de lait, sa composition, mais aussi la consommation d'eau, d'électricité, de carburant, de produits chimiques en flux entrant et bien sûr les déchets générés en flux sortant. À l'étape de la production, on recense aussi toutes les entrées et sorties. Donc les produits fabriqués, comme la mozzarella ou la ricotta, donc ce qu'on voyait lors de l'étape des limites du système comme un coproduit. Les différentes sources d'énergie utilisées, réseau, photovoltaïque, cogénération, les combustibles, les gaz frigorigènes, l'eau, les détergents et enfin bien sûr les déchets produits. Si on regarde maintenant l'étude de cas avec le capot en aluminium, donc ici, on va venir regarder deux volets essentiels. Donc, la nomenclature des matériaux. On dresse la liste précise de tous les composants qui entrent dans la fabrication du produit. On retrouve par exemple différentes nuances d'aluminium, mais aussi des éléments annexes, comme de la colle ou des pièces métalliques plus petites.
Et en fait, ce niveau de détail, il est indispensable car chaque matériau a un impact environnemental différent qu'il faudra tracer tout au long du cycle de vie. Ensuite, si on regarde la consommation d'énergie des procédés, donc ici on examine les étapes de production dans les usines, depuis l'emboutissage à froid et la découpe laser, jusqu'au contrôle esthétique et géométrique. Donc on va venir mesurer le temps, mais aussi surtout la consommation énergétique associée. Et en fait, ça donne déjà un premier niveau d'information sur l'impact, puisqu'on peut, par exemple ici, identifier une étape particulièrement énergivore qui est la découpe laser, avec 75 kW par capot produit. Donc là, ce niveau de détail de l'inventaire est vraiment essentiel pour derrière avoir une analyse de cycle de vie conforme, fiable et comparable. Une fois qu'on a fini cette étape, l'étape de modélisation et l'évaluation d'impact est nécessaire. Donc l'enjeu de cette étape, c'est de prendre toutes les données que nous avons collectées et de les analyser pour comprendre leur impact sur l'environnement. Donc on va venir regarder tous les flux entrants et tous les flux sortants. Donc c'est vraiment ce qu'on vient de regarder sur les inventaires pour transformer, traduire ces flux pour évaluer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service tout au long de son cycle de vie. Donc pour rendre cette analyse compréhensible et exploitable, on regroupe tous ces flux en catégories d'impact. Donc chaque catégorie correspond à un type d'impact environnemental que vous pouvez voir ici, comme le changement climatique, l'eutrophisation ou encore l'acidification. Donc on va venir appliquer des facteurs de caractérisation, c'est-à-dire qu'on va transformer chaque donnée brute en contribution à un impact spécifique, et on va le faire pour chaque flux, pour quantifier sa contribution à chaque catégorie. Donc en fait, on va partir d'une dizaine, voire d'une centaine de flux, pour obtenir un ensemble synthétique d'indicateurs. Donc ici, c'est 13 indicateurs qui résument clairement les effets environnementaux d'un produit sur son cycle de vie. Donc pour illustrer, par exemple, si on reprend le kilo de mozzarella, si on regarde l'étape de la digestion des vaches laitières, on sait quelle quantité de méthane ça va émettre. On va, par un facteur de caractérisation, le traduire en CO2 équivalent et on aura donc l'impact de cette étape directement sur le réchauffement climatique. On va en fait reproduire ça pour tous les flux. Par exemple, on peut aussi venir regarder la consommation des ressources, c'est-à-dire l'électricité nécessaire pour l'étape de pasteurisation et de conditionnement. Et comme ça, on pourra regarder cette étape-là, son impact sur la catégorie de la pression des ressources fossiles. Donc, pour étudier ces impacts, nous avons besoin de modéliser notre système dans un logiciel d'analyse de cycle de vie. Les bases de données incluses dans ces logiciels permettent de représenter les processus pour lesquels nous ne disposons pas de données primaires, c'est-à-dire par exemple des procédés industriels standards, des transports ou des productions d'énergie. Le logiciel propose des méthodes d'évaluation d'impact préinstallées qui vont donc traduire nos flux d'inventaire en indicateurs environnementaux, ce dont on vient de discuter. Enfin, les résultats produits seront utilisés dans la phase d'interprétation pour comprendre les points critiques et formuler des recommandations. Donc, on va pouvoir modéliser tous les processus du cycle de la vie grâce aux données récupérées. Donc, vraiment toujours sur toutes les étapes du cycle de vie, de la production de matières premières jusqu'à la fin de vie. Et en fait, le logiciel, il va permettre de modéliser chaque scénario spécifique. Donc, vous pouvez voir sur la droite de la slide la panoplie de projets qui peuvent être traités. Donc, par exemple, dans les matières premières, on va pouvoir venir sélectionner des produits issus de l'agriculture, des produits chimiques, des minéraux ou encore des textiles, par exemple. Et on va pouvoir venir faire ça aussi pour l'énergie, sélectionner l'énergie spécifique qui entre en jeu dans votre procédé, ou encore le type de transport, aérien, routier ou fret. Donc, il existe deux voies possibles pour modéliser un processus. La première consiste à créer un jeu de données vides que l'on va remplir entièrement avec ses propres informations. Donc ça, c'est utile quand on dispose de données primaires précises et qu'on veut une modélisation très spécifique. La deuxième option, c'est de partir d'une base de données déjà existante dans le logiciel, puis de le modifier pour mieux refléter la réalité de notre produit ou procédé. Donc ça permet de gagner du temps tout en gardant une bonne représentativité. Parfois, ça permet aussi de pallier à quelques informations qui pourraient nous manquer. Par exemple ici, si on modélise un matériau comme le noir de carbone, on peut soit créer une fiche de données de A à Z,
soit adapter une fiche existante pour coller aux conditions de production étudiées. La modélisation, elle se poursuit ensuite avec l'intégration de l'ensemble des flux et processus pertinents. Et donc l'objectif, c'est de représenter de manière cohérente et exhaustive le système étudié en reliant, comme on vient de le dire, chaque flux à ses impacts potentiels. Une fois la modélisation et le calcul des impacts réalisés, la CV fournit des résultats détaillés par catégorie d'impact. Donc toujours ces mêmes catégories, le changement climatique ou la consommation de ressources ou le stress hydrique par exemple. Ces résultats, ils ne sont pas une fin en soi, leur interprétation est une étape clé. Et donc elle permettra de comprendre l'origine des impacts, quels procédés, matériaux, énergie ou étapes de cycle de vie sont les plus contributeurs. Donc cette phase d'interprétation, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc l'interprétation. Ici, donc on voit une étape d'interprétation des résultats et plus précisément l'analyse de sensibilité. Donc l'objectif dans cette diapositive, c'est de comparer différents scénarios ou alternatives afin de voir comment les choix faits en conception, en production ou encore en approvisionnement influencent l'empreinte environnementale. Donc, par exemple, si on regarde le produit A, qui est illustré dans les graphes dessous, on va venir le comparer avec 3 alternatives. Donc, en changeant certains paramètres de production, on peut voir que l'impact a été réduit de 22%. Si on vient maintenant jouer sur le paramètre des fournisseurs, on peut obtenir une baisse de 21%. Et enfin, si on agit sur les matières premières, on peut voir que la réduction atteint jusqu'à 32%. Donc en fait, ce type d'analyse permet de visualiser rapidement quelles options sont les plus efficaces pour améliorer la performance environnementale d'un produit et surtout orienter la prise de décision. Donc maintenant, si on illustre donc cette interprétation des résultats avec l'étude de cas numéro 4, donc la blanchisserie, donc ici, on vient regarder 3 indicateurs principaux. Le changement climatique, la formation de particules et l'indice de stress hydrique, donc c'est la consommation d'eau. Ce tableau, il est illustré également sur le graphe en bas à droite. Et en fait, on va venir ventiler le résultat par étape de cycle de vie. Donc, on a l'emballage, le mix énergétique, le transport et les déchets. Et ce qui ressort clairement, c'est qu'on voit que le plus gros impact vient du transport pour ces 3 indicateurs. Et pour l'indicateur du changement climatique, on voit que le mix énergétique a aussi un impact non négligeable. En fait, ces indicateurs, on peut aussi venir regarder plus précisément l'un ou l'autre en fonction de la situation géographique où on est. Par exemple, si on est dans une zone géographique où il y a déjà des soucis d'approvisionnement en eau, ça va être un indicateur particulièrement important pour nous. Dans le graphique en bas à gauche, là, on va un cran plus loin parce qu'on vient regarder les gains potentiels avec des alternatives d'éco-conception. Et donc, on voit qu'on va, avec une alternative bien définie, on va pouvoir avoir un impact sur différentes catégories. Donc là, on voit une réduction de 31% de formation des particules ou encore 30% de stress hydrique. Donc, quels sont, par exemple, les leviers d'éco-conception qu'on peut mettre en place? Donc, sur cette slide, on en étudie 2. À gauche, on joue sur le mix énergétique. Donc, on peut voir qu'en réduisant la part du gaz naturel au profit d'une cogénération, donc c'est-à-dire une technologie qui permet de produire en même temps de la chaleur et de l'électricité à partir d'une seule source d'énergie, on obtient une baisse d'environ 9% sur chacun des indicateurs. Donc, climat, particules, stress hydrique. Donc à droite, si on regarde un autre levier, si on vient jouer sur la flotte des véhicules, donc on regarde le scénario alternatif qui consiste à remplacer la flotte diesel et essence par du GPL. Là, on voit que les résultats sont beaucoup plus marqués. On obtient moins 25% pour le climat, moins 47% pour la formation de particules et même moins 61% pour le stress hydrique. Donc ce que ça montre, c'est que la CV ne se limite pas à dresser un état des lieux, mais qu'elle permet de tester différents scénarios et d'identifier très concrètement les leviers qui offrent le plus gros potentiel de réduction des impacts. Maintenant qu'on a un petit peu illustré toutes ces étapes, on va reprendre un exemple d'application d'analyse de cycle de vie du début jusqu'à l'interprétation. Donc on va venir comparer les emballages
et on va tout d'abord développer un modèle d'ACV qui vise à cartographier les différentes solutions d'emballage alimentaire utilisées par l'entreprise pour le conditionnement et la distribution des œufs. Donc, on va venir réaliser une évaluation comparative d'une sélection de différents produits selon différentes tailles, différents matériaux constitutifs et différentes solutions de livraison. Enfin, on va identifier les points critiques et définir un plan d'action visant à mettre en œuvre des solutions pour l'amélioration des performances environnementales, réduisant l'impact sur les ressources. Donc concrètement, aujourd'hui, ce qu'on va venir étudier, c'est différents emballages de boîtes d'œufs. Donc on va regarder des emballages fabriqués en 3 types de matériaux constitutifs différents. Donc en PS, en PET à 80% recyclés et en pâte à papier 100% recyclés, selon 2 formats différents, donc des boîtes de 6 et de 10 œufs, avec différentes options, des étiquettes imprimées ou l'ajout d'un fourreau, donc les petits fourreaux en carton autour de la boîte, qui seront livrés chez différents clients. Notre unité fonctionnelle ici, ce sera contenir 1000 œufs à livrer à l'utilisateur final. Et le flux de référence, donc c'est-à-dire la quantité physique réelle du produit nécessaire pour atteindre notre unité fonctionnelle, sera de 166,6 pièces pour le format de livraison 6 œufs et 100 pièces pour le format de livraison 10 œufs. Alors, regardons tout d'abord les limites du système. Donc là, on est bien dans une analyse du berceau à la tombe, donc on va prendre en compte l'ensemble du cycle de vie, depuis les matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Concrètement, cela commence par les matières premières, donc les granulés de polystyrène, les bobines de PET ou les pâtes à papier, et bien sûr leur traitement et leur transport vers l'usine. Ces matières, elles entrent ensuite dans la phase de production des composants d'emballage. Donc on va venir regarder la consommation d'eau, les substances chimiques. Donc là, les substances chimiques, ça va être tout ce qui est utilisé pour traiter le papier ou désinfecter les matériaux, ou encore nettoyer les lignes de production, améliorer les moules, voilà, donc vraiment toutes ces substances dont on a besoin, et la consommation des énergies. Ces ressources, elles alimentent ensuite différentes étapes de production. Le mélange, l'extrusion, le thermoforage, la personnalisation, et enfin les opérations de fraisage en ligne et hors ligne. Tout au long du processus, des déchets sont bien sûr générés, et des poussières sont captées par les filtres d'abattement. À la sortie, on obtient différents types de barquettes. Donc on va en avoir des non personnalisés, et des imprimés, et des étiquetés. Vient ensuite la distribution primaire, c'est-à-dire le transport des emballages finis jusqu'aux utilisateurs finaux. Et après la phase d'utilisation, on arrive enfin à la fin de vie, avec l'élimination finale des produits qui peut passer par différents scénarios de traitement des déchets. Donc avant de lancer la modélisation, on réalise une visite sur site afin de collecter toutes les données primaires nécessaires et échanger avec les agents de production. Donc concrètement, on va chercher des informations comme les consommations d'énergie et d'eau, les types et quantités de matières premières utilisées, les procédés de fabrication, les emballages ou encore les flux de transport internes et externes. Ici, pour les sites produisant des emballages plastiques et des emballages à base de papier, on va relever les intrants spécifiques à chaque filière, leurs procédés de transformation, ainsi que les données sur les déchets générés. Donc, si on regarde maintenant les résultats de l'analyse comparative d'une catégorie d'impact. Donc ici, on se place sur la catégorie de l'empreinte carbone. On voit que les produits qui ont donc un fourreau en carton autour de l'emballage ont l'impact carbone le plus élevé. On voit aussi très clairement que les emballages à base de papier ont les meilleures performances. Ce qu'on arrive aussi à dégager comme conclusion, peut-être un petit peu moins nettement que les 2 premières, c'est que concernant les emballages PS et PET sans fourreau, les produits à base de PET ont un impact carbone plus faible que les produits à base de PS, tandis que les produits imprimés ont un impact plus faible que les produits étiquetés. Donc toujours sur l'indicateur de l'empreinte carbone, si on regarde la caractérisation des résultats par étape de cycle de vie. On peut voir que pour les emballages sourcés en matière première, c'est la phase matière première en matière plastique, c'est la phase matière première qui a le plus gros impact. Alors que pour les emballages en papier, le plus gros impact, il est sur la consommation d'énergie électrique et thermique. Donc en fait, on va avoir différentes phases qui vont avoir le plus gros impact et c'est ce qu'on appelle des hotspots. Et on peut voir que d'un scénario à l'autre, ils diffèrent.
Maintenant, si on regarde l'analyse comparative sur l'indicateur de la consommation d'eau, là, on voit que les emballages à base de papier ont cette fois les pires performances environnementales. Les emballages en PS ont les meilleures performances de loin, en termes donc toujours de stress hydrique, mais l'ajout de fourreaux en carton a un impact négatif sur ces performances. Enfin, les emballages en PET ont un impact plus important sur la consommation d'eau que les emballages en PS. Donc là, c'est pareil. Si on regarde maintenant l'analyse comparative des différentes phases, on va aussi observer différents hotspots en fonction de la nature des emballages. Donc pour les emballages en papier, c'est la consommation électrique qui est le plus impactant, tout comme les emballages en PS. Lorsqu'on ajoute un fourreau à ces emballages, là, la phase d'emballage a un impact aussi conséquent que la phase de consommation électrique. Et pour les emballages en PET, on voit que l'impact des matières premières a le plus gros impact. Donc toute cette analyse, ce qu'elle nous permet derrière, c'est en fait de pouvoir venir mettre des leviers d'éco-conception en place pour justement alléger cet impact environnemental. Donc on peut voir sur la gauche le premier levier qui concerne le retrait des fourreaux en carton. Et on constate que cette simple action permet déjà une réduction significative de l'impact avec presque 10% pour les boîtes étiquetées et un peu plus de 12% pour une boîte imprimée. Un autre levier, donc ça va être sur les emballages en PET, on va venir jouer sur la part de matière recyclée. Donc on voit qu'en passant de 80 à 95% de matière recyclée, on diminue l'impact environnemental de cet emballage de 11%. Et enfin, le troisième levier ici qu'on présente, c'est venir jouer sur le matériau. Et les gains vont être variables selon les alternatives. Donc on va gagner environ 4% avec un PET étiqueté et on va gagner 6% avec un PET imprimé. Mais on voit surtout une réduction très marquée de plus de 32% lorsqu'on utilise un emballage en papier. Donc cette étape, elle nous montre vraiment que l'analyse de cycle de vie, c'est un vrai outil d'éco-conception, qu'on a plusieurs stratégies qui sont possibles et que leur combinaison permet de réduire de façon significative l'empreinte carbone des emballages. Donc ce qu'on peut retenir en conclusion de cette étude, c'est que de nombreuses entreprises se sont fixées pour objectif de passer à un modèle d'économie circulaire et ont besoin d'outils pour mesurer et quantifier leurs performances, définir des priorités, suivre et communiquer leurs progrès. L'analyse de cycle de vie, elle fournit des données environnementales robustes, transparentes et scientifiquement fiables, permettant d'identifier les priorités et les domaines d'intervention, ainsi que de faciliter la communication interne et externe sur la performance environnementale. Pour réaliser une ACV, donc on vient de le voir, il faut des ressources, une expertise multisectorielle, puisque ça peut s'appliquer à tout type de produit, et bien sûr un logiciel de modélisation et d'évaluation des impacts. Mes derniers mots seront pour dire que les équipes de TÜV Sud sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant l'analyse de cycle de vie, mais également pour tout autre sujet lié à la durabilité environnementale. Je vous remercie pour votre attention et me tiens disponible pour toute question. Merci beaucoup Anne-Sophie. Alors nous avons en effet des questions, on va les traiter de suite. Alors notre première question concernant donc les données primaires. Si les données primaires ne sont pas disponibles, avec un exemple, par exemple le contenu recyclé des matières premières, sommes-nous obligés de prendre en compte les données par défaut disponibles dans la base de données des facteurs d'émission ou pouvons-nous rechercher le contenu recyclé moyen des matériaux dans l'Union européenne et appliquer ensuite le facteur d'émission correspondant? Alors, ouais, effectivement, c'est toujours un peu compliqué quand on n'a pas les données primaires. On peut être obligé de se référer en fait à des données secondaires, de s'appuyer sur des bases de données. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas se placer dans un scénario qui serait plus favorable que les données réelles et surtout de bien expliciter avec le rapport d'analyse de cycle de vie quel scénario a été pris en compte et en fait voilà les limites de ce qui est entre données primaires et secondaires pour vraiment avoir des résultats fiables et honnêtes. Très bien. En lien avec ça, on avait aussi une question. Comment choisit-on les impacts à étudier?
Alors, c'est-à-dire les catégories d'impact? Oui, les catégories Oui, d'impact. alors ça, c'est ce que je disais. En fait, c'est vrai qu'on se retrouve souvent avec plusieurs catégories. On a souvent en tête l'empreinte carbone, parce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'il y a un vrai focus réglementaire. C'est vrai que c'est souvent de ça dont on parle le plus. Et c'est assez cohérent, puisque pour le coup, c'est pas comme un stress hydrique qui va vraiment être lié à une situation géographique. En fait, on partage tous la même atmosphère, donc on est tous très concernés par l'empreinte carbone. Mais ça va vraiment en fait dépendre des contraintes physiques et géographiques de là où vous vous situez. Et peut-être aussi d'une attention qui va être portée sur la catégorie de produits que vous mettez sur le marché. Mais il est vrai que là-dessus, il y a une petite part de personnalisation. Très bien. Une question concernant la 14040. Est-il correct de dire que nous réalisons une analyse de cycle de vie selon la norme ISO 14040-44 si nous fournissons uniquement les émissions à impact climatique? Alors, en fait, il va bien falloir tout préciser. Que ce qui a été bien suivi, ça a été la méthodologie, mais que là, le résultat qui est donné ne s'attache qu'à une des catégories d'impact. Je peux compléter, on a encore quelques questions. En ce qui concerne la communication, l'entreprise est-elle obligée de soumettre les résultats d'une ACV à vérification? Donc là, ce sera un peu le... Non, alors il n'y a pas d'obligation sur la vérification en dehors de quelques, évidemment, schémas établis. Par exemple, si vous voulez communiquer un PEP éco-passeport, là, c'est vraiment dans la méthodologie, vous allez être obligé de le faire vérifier. Mais il est vrai qu'il n'y a pas d'obligation à soumettre par un tiers, c'est recommandé pour avoir vraiment des résultats cohérents, scientifiquement et techniquement valides, et de faire appel à un réviseur selon la norme ISO 14071. Très bien. J'en profite pour rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez continuer à les mettre dans le chat. Nous fermerons le chat d'ici 5 minutes, mais nous avons encore un peu de temps. Une question concernant l'EPD. L'EPD et les règles de catégorie de produits ont été mentionnées. En effet, je comprends que pour les produits comme celui de la première étude, donc c'est le cas de la mozzarella, il existe des règles de catégorie. Comment sont-elles prises en compte lors de la réalisation d'une ACV? Oui, alors c'est vrai, donc c'est les PCR que j'ai mentionnés dans l'histoire de l'analyse de cycle de vie, qui sont des exigences spécifiques supplémentaires aux normes ISO et à considérer lors de la réalisation d'une EPD. Donc elles couvrent différentes catégories de produits et elles sont développées par différents opérateurs de programmes gérant différents systèmes des EPD. C'est vraiment en supplément. Ça marche. Une question, donc dans l'analyse de cycle de vie, est-ce qu'on utilise toujours les 13 mêmes indicateurs d'impact? Oui, alors, c'est vrai que c'est ceux-là que j'ai présentés dans mes exemples. On n'utilise pas toujours ces mêmes 13 indicateurs. En fait, ça dépend de la méthode qu'on utilise. Les 13 indicateurs, ils dépendent de la méthode ILCD, donc qui a été développée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne, le GRC, que vous connaissez peut-être. C'est un ensemble recommandé en fait pour harmoniser les ACV en Europe. Donc, il y a d'autres méthodes, et si on regarde par exemple le PEF, le cadre européen officiel, là on a 16 catégories d'impact. Donc en fait, le choix de la méthode, il va dépendre du contexte interne, recherche ou communication officielle, du cadre géographique, du coup est-ce que c'est Europe, Europe, et des exigences normatives ou réglementaires. Donc c'est vrai que par exemple, ce que je citais tout à l'heure, le PEP, peut venir donner un cadre aussi très clair des indicateurs à utiliser. Très bien. Donc là, c'était la collecte de données. Dans la phase de collecte de données, il a été dit que des inspections et des visites sur site peuvent être réalisées pour collecter les informations. Est-ce un processus obligatoire pour une ACV ou peut-il être évité dans le cas de sites de production éloignés ou difficiles à atteindre? Oui. Ouais, alors, elle n'est pas obligatoire pour un examen critique d'ACV, mais elle est quand même
très, très recommandé, vraiment pour accroître en fait la compréhension du système de production par le vérificateur et du coup l'efficacité de la revue. Ok, très bien. Très bien. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors, une fois de plus, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, on répondra par email, ne vous inquiétez pas. Une autre question, les groupes d'impact sont-ils définis par type de produit? Ou bien comment sont-ils définis? Alors les groupes d'impact, je pense que c'est les catégories d'impact. Alors j'espère bien répondre, sinon pas de souci. Comme Stéphanie a dit, vous envoyez un mail et je reprendrai. On fait Alors nous, en référence au fait, slide 34. Excuse-moi, je t'interromps, mais ça pourra comment? peut-être. On fait référence au slide 34. Alors, je vais me Ça pourra mettre devant. peut-être permettre aussi de mieux t'aiguiller. Oui, non. Donc les catégories d'impact, en fait, c'est vraiment, c'est ce que je disais là. Ça dépend en fait de la méthode qu'on utilise. C'est vraiment pas en fonction du produit qui est étudié, mais bien de la méthode qui est choisie. Et en fait, c'est aussi ça qui est intéressant et qui peut donner un peu une vision globale. C'est vraiment les flux, comment le flux du process lié au produit, peu importe le produit ou même le service, va venir impacter, comment chaque flux va venir impacter chaque catégorie. C'est ce que je disais, par exemple, voilà, les vaches, on avait les émissions de méthane, donc ça va avoir un impact sur le changement climatique, mais ça pourrait aussi avoir un impact sur la consommation des ressources, puisqu'il faut, les vaches, elles ont bien besoin d'être quelque part, de vivre quelque part, de se nourrir. Voilà. Donc chaque flux va avoir une catégorie d'impact, un impact sur une catégorie différente, et c'est vraiment indépendant du produit. Une autre question, je pense que ça a été peut-être répondu partiellement, mais est-ce que je suis obligée de mesurer absolument tous les flux pour une analyse de cycle de vie? Alors non, c'est la bonne nouvelle. Donc ce n'est pas obligatoire. Donc en fait, on a la norme justement ISO 14044 et des guides européens qui viennent expliquer qu'on peut appliquer une règle de coupure, donc aussi connue sous le nom de cut-off en anglais, si un flux représente une faible contribution à la masse ou à l'impact environnemental global. En pratique, on parle souvent de seuil de 1% par flux ou de 5% maximum cumulé. Et on a bien sûr quand même certaines exclusions qui vont être impossibles, comme par exemple les substances dangereuses. Parfait, oui, je vois qu'il y avait d'autres questions sur les règles de coupure. Je me permets juste c'est important de le préciser, ça doit quand même être bien indiqué, ces exclusions, dans le rapport qui va avec l'analyse de cycle de vie. Bien sûr, il faut toujours documenter les méthodes et choix qu'on fait. Très bien, je te remercie. On arrive déjà à 11h30. Alors, il y a quelques questions encore. Une fois de plus, nous allons les adresser par email et nous vous remercions d'ailleurs d'avoir été aussi nombreux à adresser vos questions Ouais, et de voir l'intérêt. Merci encore Anne-Sophie pour la présentation, pour toutes ces informations. Et puis, comme je l'avais expliqué, nous vous enverrons un lien avec le replay du webinaire et nous restons en contact, bien entendu, si vous avez la moindre question. Merci. Anne-Sophie. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.